Laurent, t'es où? Comment ça va? Ça va très bien, j'étais dans ma loge, je suis venu un peu en avance et je pensais à nous. Ouais. Et nous, en chiffres, tu sais ce que ça donne, nous, en chiffres? Non. Ça fait 28 ans de collaboration, Thierry. 632 émissions, 2700 heures d'enregistrement, plus de 5000 coupes de champagne, 11 kilos de bœufs, 11 kilos, 400 filles à baiser dans le public, 32 plaintes pour viol, 4 mariages, 1 enterrement, 300 invités partis fâchés, 28 procès et 13 coloscopies. Ah, dis donc. On est bien tous les deux, non? On est bien. C'est marrant quand t'arrives, là, que je te vois arriver sur le Tu veux pas studio. qu'on se mette tout nu? Ce soir? Alors c'est un couple, ils viennent de faire l'amour, et la fille, lui, il dit alors ça t'a plu? Elle fait non, c'est nul. Franchement, tu baises comme un lapin. Il dit mais attends, tu peux pas me juger en 10 secondes. Générique! Go down. Salut les terriens du samedi! Bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est en compagnie de mon ami Laurent Baffy. Et maintenant, j'accueille Yann Moix. Ah, quand même. Ça va Yann? Enfin, Enfin, ouais. Content de te voir. La semaine dernière, j'étais un peu comme tu sais, tu te maries, t'es à l'église, puis tout le monde attend ta femme et ta femme vient pas. Et moi, tout Paris, hein, t'étais pas là, heureusement t'étais en Corée du Nord. Tout Paris s'est foutu de ma gueule en disant mais Ardisson est planté par Moix. Voilà. Donc t'es là cette semaine. Ça s'est passé comment en Corée du Nord? Très bien, j'en sors, si j'ose dire. Ouais. T'as de la chance. C'est pas le cas de tout le monde C'est là-bas. ça que j'ai dit, si j'ose dire. C'est le seul pays où on est ailleurs, en fait, tu dis. C'est le seul pays où on peut planter Thierry Ardisson. Ouais. Ou en tout cas, on a une excuse de le faire. Oui, c'est vrai. Parce que pour trouver un avion pour rentrer, c'est pas évident, Même non? en Érythrée, j'aurais pas eu l'excuse de le Ouais. planter. Mais la Corée du Nord, oui. Et t'es obligé de repasser par Pékin et tout ça, Bien sûr, c'est bien très sûr. compliqué, hein. Comment ça se passe là-bas? On drague dans les boîtes? Ah non, toute drague se termine par le peloton d'exécution. Ah bon? On drague pas là-bas, mais pas forcément pour toi, pour la petite Coréenne qui Ah t'a accompagné. Non, c'est impossible. Il n'y a pas de boîte de nuit de toute façon. Il n'y a pas de bar? Il y a quelques, si, mais pour les locaux, il y a quelques karaokés. Mais comment ils sont, les gens, là-bas? Ah ben ils sont normaux, Thierry. Ils ont des histoires d'amour, ils pleurent, ils sont joyeux, ils ont des enfants. Ils ont la télé? Oui, bien sûr. Il n'y a que 2 chaînes, mais ils ont la télé. Mais vous savez, sous De Gaulle, on avait que 2 chaînes aussi. Hein. C'était pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors, il n'y a pas les réseaux sociaux, ça nettoie. Pas de portable pendant une semaine, pas d'internet. Je suis reposé, ça doit se voir. Oui, ça se voit, oui, t'es très en forme. T'as un petit drapeau sur le... Non, j'ai le badge que tous les citoyens nord-coréens portent. Alors évidemment, les journalistes mal informés vont croire que celui qui porte ce badge soutient le régime. Non, je porte exactement le même badge que tout Nord-Coréen qui habitent sur place, puisque de toute façon, ils ne peuvent habiter que sur cette place. Et il paraît qu'ils font des offrandes de fleurs là-bas aux dirigeants. Oui, alors il y a 2 espèces de fleurs là-bas, la Kim Il-sunya de Kim Il-sung et la Kim Jong-ilia de Kim Jong-il. Ah, c'est incroyable. Et il y a le festival des fleurs, d'ailleurs je t'y invite en février. Une grande exposition de ces 2 sortes. Là-bas. Mais ça y est, non seulement t'es pas là, en plus tu m'en prends ma Ah oui. fille. Eh, Prends-moi février. Vizorek et Tom Villa. 2023, je parlais. Mais on a le droit de faire des vannes là-bas? Non, c'est un peu chaud quand même. Oui, mais fais-les en français, c'est plus sûr. D'accord. Donc maintenant, c'est l'heure des récompenses qu'on n'aimerait pas recevoir, en fait. Les récompenses qui peuvent faire mal. C'est l'heure des Moix d'or. Merci, Mélie. Alors, ce Moix d'or, le premier, c'est pour Gérard Depardieu. Le Moix d'or de la coréanité à Gérard Depardieu, qui en fait sur place s'est comporté quasiment comme un nouveau grand leader. Il a réussi à lui seul, par sa personnalité, c'était Pantagruel à Pyongyang, à fissurer le logiciel nord-coréen. Il s'est empaffé des guides, il a dragué des interprètes magnifiques. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire depuis 70 ans, non seulement il l'a fait, mais il l'a fait toute la journée.
Et je crois qu'il a réussi à modifier le réel comme jamais personne n'avait su le faire depuis 1950. Et je crois que là-bas, quelque chose dans les lois de la physique ont été modifiées par sa présence. Un Moix d'or donc pour Gérard Depardieu. C'est le premier Moix d'or de la saison. Le deuxième, c'est pour Alexandre Benalla, Emmanuel Macron. Petit étriqué pays qu'est la France, vous êtes en Corée du Nord, dans un ailleurs total, sur une autre planète, vous revenez saluer quelques terriens, et là, vous voyez que Clochemerle continue. Petite histoire de corne-cul, où on a une sorte de prototype nouveau en France, c'est le mélange de Kaira et d'énarques, oui, de hauts fonctionnaires. Je dis pas racaille, parce que racaille c'est le procès, alors Kaira c'est hype. Donc il y a une Kaira, où il y a les énarques, il y a les ivarques maintenant, de l'expression ziva. Donc un mélange de Kaira et de hauts fonctionnaires qui décide tout d'un coup d'être aussi important qu'un énarque accompli. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que ça va dans les deux sens. D'ailleurs, vous avez vu qu'ils ne respectent pas les sénateurs, donc il y a toujours l'obsession chez les Kaira du respect. Ouais. Respect. Et ce qui est très drôle, c'est que le mouvement est ascendant. Ça va de la Kaira vers le haut fonctionnaire, mais il est descendant aussi. C'est-à-dire que ça va du président de la République vers la Kaira, car quand Emmanuel Macron dit qu'ils viennent me chercher... S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Il se comporte comme un type du 9 cube. Ouais. Et donc, de toute façon, je crois que là, il y a un mélange inédit dans la République française, que celui qui met sa casquette à l'envers peut un jour se retrouver au lieutenant-colonel. Ben voilà, oh, bien. Alors, ça fait 2 Moix d'or. Le troisième, alors, je comprends pourquoi les Bleus, pourquoi l'équipe de France qui nous a rendus tellement fiers. Fiers, mais alors, ça résume absolument tout le mal français. C'est-à-dire que lorsqu'on gagne, on se comporte exactement comme lorsqu'on perd. Gagner en France, c'est perdre à l'envers. Les types gagnent le mondial et pour faire la fête, d'abord ils détruisent les Champs-Élysées, c'est les bases, et ensuite ils vont à Miami au milieu de prostituées et avec un truc très symbolique de la France. Plutôt que de faire mousser le champagne et de faire exploser le bouchon vers le ciel, comme on fait pour le bol d'or, pour le 24 heures du Mans, dans les courses de Formule 1. Voilà, de Formule 1, eh bien ils vident des bouteilles à 1 000 € sur le sol, et ça c'est exactement français. On gagne. Et le champagne finit sur le sol. On baisse le goulot. C'est toujours le mouvement descendant qu'on a de Macron, du président de la République vers la Kaira. Et là, la victoire se fait en baissant. Et je trouve que la France, et ça Sylvain Tesson l'a bien décrit, c'est un pays dans lequel des gens au paradis se croient en enfer parce qu'ils se la font tout seuls, l'enfer. Oh là là, bravo. Ah, vous savez que pendant votre absence, j'ai été invité dans On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier, donc avec votre successeur, M. Consigny. Et alors, je suis désolé de te le dire, mais Christine Angot était exemplaire avec moi. Ah, mais peut-être qu'elle est folle d'une façon sélective, je sais pas. Et maintenant, c'est l'heure du débat de la semaine. C'est la battle. Voilà la battle, le débat au débit, avec ce soir Faiza Ben Mohamed, Saïd Hamada et Alexandre Devecchio. Faiza Ben Mohamed, bonsoir. Vous êtes journaliste, militante et présidente de l'association Droit de Cité. Bienvenue parmi nous. Saïd Hamada, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Bienvenue parmi nous. Alexandre Devecchio, bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Figaro et au Figaro Magazine. Bienvenue parmi nous. Alors, battle de ce soir, réorganiser l'islam pour éradiquer l'islamisme. Est-ce la solution miracle ou de la poudre aux yeux? Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto, Serge. Dans son dernier rapport, Hakim El-Karoui dénonce l'influence grandissante des islamistes dans notre pays. Ils ne représentent qu'une minorité des 6 millions de musulmans qui vivent en France, mais leur influence est devenue considérable. Eh bien, cela nous motive. Combien il y a de salafistes? Activistes, 50 000. Et sympathisants globalement? Sympathisants, 200 000 300 000.
Et des gens qui suivent les contenus religieux des salafistes, on les a mesurés par les réseaux sociaux, on est autour d'1 million. En France, la propagande islamiste s'infiltre par les réseaux sociaux. Vous allez sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous tapez islam, vous tapez ramadan, vous tapez halal. Vous allez tomber sur des sites salafistes. Dans 90% des cas. Sur Facebook, les 100 pages les plus visitées sur l'islam sont favorables aux islamistes. Sur Twitter, 5 Saoudiens figurent dans le top 15 mondial des influenceurs politiques les plus suivis. Et bien sûr, tous leurs prêches sont traduits en français. Résultat, selon une enquête menée auprès de 15 000 musulmans, 28% d'entre eux contestent les valeurs de la République au nom de l'islam. Et pire, chez les moins de 25 ans, ils sont carrément 50%. L'islamisme constitue donc une grave menace pour l'unité de la France. Ce que disait Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans, le Coran est notre constitution, l'islam est la solution. C'est ça qu'ils veulent faire. Le halal n'est plus seulement une norme alimentaire, Soyons fiers de manger français, fiers de manger halal. il s'étend désormais à tout le quotidien. Il y a des sites de rencontres halal, Le site de rencontre par affinité culturelle. du covoiturage halal, des sites de vacances halal, bref, tout se met en place pour que les musulmans puissent vivre en France selon leurs propres règles, comme séparés du reste de la société. L'objectif des islamistes, d'abord et avant tout, c'est pas d'islamiser l'Europe, contrairement à ce que veut faire croire, etc. C'est d'islamiser ou d'islamistiser les musulmans. Le problème, c'est que face aux islamistes, on n'entend pas s'exprimer la majorité silencieuse des musulmans bien intégrés. Pour représenter cette majorité silencieuse, El Karoui veut donc créer une association musulmane de l'islam de France, une institution indépendante des pays étrangers qui serait financée par une taxe sur les produits halal. Elle formerait les imams et contrôlerait les mosquées. Et pour bien prouver que la France aime les musulmans, El Karoui veut aussi développer l'enseignement de l'arabe à l'école. En plus, ça éviterait que les jeunes musulmans apprennent l'arabe dans les mosquées, ce qui les expose à l'influence islamiste. Mais dans un pays laïque comme la France, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'organiser la religion ? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. On commence avec la réorganisation de l'islam de France. Hakim El Karoui veut en finir avec le CFCM et l'UOIF et mettre en place une association musulmane pour l'islam de France. Une seule autorité, incontestable, pour la totalité des musulmans de notre pays. Mais ça pose un problème, Faiza. Il n'y a pas un islam de France. Il n'y a pas un islam de France, mais comme vous l'avez dit vous-même à l'instant, et comme c'est dit dans le magnéto juste avant, Hakim El Karoui veut. Est-ce que ça veut dire que parce que Hakim El Karoui veut, les musulmans veulent ? Je ne crois pas. Oui, voilà. Ensuite, un islam de France. Est-ce qu'on demande, par exemple, aux juifs français de vivre un judaïsme de France ? Non. Évidemment non. Je pense que c'est une atteinte au principe de laïcité et qu'on demande aujourd'hui une espèce de mise sous tutelle du culte musulman. Pour moi, ça relève de la gestion indigéniste, d'une approche coloniale de Voilà. la gestion et de l'islam de France. C'est-à-dire que là, vous êtes sur la position d'Abdallah Zekri, le délégué général du CFCM, qui dit que c'est aux musulmans de s'occuper de leur religion, pas à l'État de l'organiser. C'est une gestion, dit-il, indigéniste. Donc vous êtes sur cette ligne-là, en fait. Je suis parfaitement d'accord avec cette position-là. Vous pensez que les musulmans sont assez grands pour s'organiser ? On est assez grand pour s'organiser, on va s'organiser. Ah oui, mais pourquoi ils l'ont pas fait jusqu'à maintenant ? On est en train de s'organiser. Mais pourquoi ils l'ont pas fait jusqu'à maintenant ? On l'a pas fait. On demande aux cultes musulmans d'organiser ce que les autres cultes ont géré sur plusieurs siècles. Il faut du temps, il faut de la restructuration. Le CFCM, créé par Nicolas Sarkozy en 2003, alors ce n'est pas des attaques personnelles que je vais faire, mais sur la structure en elle-même, elle souffre d'un manque criant de légitimité auprès des communautés musulmanes. Le CFCM ne peut pas représenter le culte musulman aujourd'hui. Mais qui peut représenter le culte musulman aujourd'hui ? Il faut créer une plateforme participative qui inclut l'ensemble des courants des musulmans. Il n'y a pas un islam en France et il va falloir aussi prendre en compte le fait que si moi je le pratique d'une façon, mon voisin ne le pratique pas forcément d'une autre façon. Il faut prendre en compte l'ensemble des courants. Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Ça ne va pas vous étonner, mais moi, l'analyse que je fais, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément de Français de confession musulmane qui souhaitent que l'organisation soit plus efficiente ou plus efficace. Il se trouve qu'on a mené des auditions avec quelques collègues parlementaires, c'est quelques mois, et je n'ai pas rencontré un seul responsable religieux qui m'ait dit moi, je suis satisfait de la manière dont le culte musulman est organisé en France, dont les choses se passent, il n'y a plus rien à faire, plus rien à toucher. Il n'y en a pas un seul. Là où je suis d'accord avec ma collègue, c'est que ce n'est pas à l'État de l'organiser. Par contre, l'État, lui, sa responsabilité, c'est d'aider les Français aujourd'hui, ils sont quand même 6 millions, qui émettent le souhait d'être mieux organisés. Et que l'État les y aide
Parce que c'est une demande et qu'ils sont français, qu'on est nous, et moi en l'occurrence, représentants aussi de la nation et de cette partie de la population aussi, et que donc ma responsabilité aussi, comme celle de l'exécutif, c'est de faire en sorte que ces musulmans français se sentent bien dans la République française. Alexandre. Moi, je pense que le rôle de l'État, c'est de faire respecter les lois de la République pour tout le monde. Donc, je suis contre le fait qu'ils s'immiscent effectivement dans la religion. Je pense que ce serait affaiblir la laïcité, ouvrir la porte à une forme de clientélisme qu'on connaît déjà. Par contre, je ne suis pas d'accord avec madame quand elle dit qu'il faut laisser tous les courants pratiquer comme ils le souhaitent. Quand des courants sont absolument contraires aux valeurs françaises, absolument contraires à notre culture, l'État doit frapper fort et faire respecter la loi. Qu'est-ce que c'est que cet État qui dit finalement les enfants apprennent l'arabe dans les mosquées, ils sont soumis à des prédicateurs islamistes, donc on va l'apprendre à l'école. Non, s'ils sont soumis à des prédicateurs islamistes, il faut fermer ces mosquées-là et renvoyer ces prédicateurs chez eux. Yann. Là où l'État peut intervenir, c'est simplement sur une chose. C'est pas sur la parole du Coran. Ça, effectivement, l'État n'a pas à le reconnaître. C'est sur le discours sur cette parole. Il y a un discours qui est tenu sur la parole coranique, c'est-à-dire par des intermédiaires, et ces intermédiaires-là, qui font finalement de la politique et non pas de la religion, eux, doivent être effectivement surveillés. En revanche, qui doit être totalement libre, c'est le musulman français. Le français musulman doit être citoyen, mais le musulman français, la parole religieuse lui appartient à lui seul. L'État peut simplement surveiller le discours sur cette parole. Faiza, comment ça va se passer? Comment les musulmans peuvent-ils s'organiser? Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont en train de naître. Il y a une plateforme qui a été lancée notamment via une grande consultation des musulmans qui a regroupé 27 000 votes en ligne et des dizaines de milliers de témoignages sur les opérations de terrain, sur des conférences. Où l'équipe de la consultation des musulmans a recueilli l'avis des musulmans. C'est Marwan Mohamed qui fait ça? C'est Marwan Mohamed qui l'a lancé, donc, cette consultation, mais après, Marwan Mohamed n'est pas seul. On est des dizaines à travailler sur ce projet depuis plusieurs semaines. Il sera annoncé le 30 septembre prochain. Alors, est-ce que vous pensez finalement que réorganiser l'islam peut permettre de contrer l'islamisme? Non, il y a un amalgame terrible qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que l'État veuille, dans une espèce de démarche bienveillante, aider les musulmans à se réorganiser. L'État veut lutter contre le terrorisme. D'accord? Est-ce que c'est en réorganisant le culte qu'elle va éradiquer la menace terroriste? Non. Vous avez quand même 50% des jeunes musulmans aujourd'hui qui placent l'islam au-dessus des lois de la République. C'est inquiétant. Non, mais moi, ce chiffre, pour moi, il vaut rien. Quand l'Institut Montaigne donne un chiffre, j'ai lu son rapport, là, ça fait 3 jours que je suis dessus, je suis en train de lire un rapport dans lequel on me classifie, moi, sur les comptes influents de la sphère Internet, en tant que propagandiste islamiste. Je ne sais pas si vous avez l'impression d'être en danger autour de cette table quand je suis assise à côté de vous. Moi, un peu, mais pour d'autres raisons. Mais pour moi, c'est un chiffre que je conteste. L'Institut Montaigne, je ne sais pas sur quoi il se base pour aujourd'hui définir la menace. Je ne constitue pas une menace, moi, pour mon pays. Très bien. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qu'on essaie de faire avec l'exécutif, ça n'est pas de lutter contre le terrorisme, soyons clairs. Non, mais... ceux qui sont radicalisés, si vous prenez les profils, pour la plupart, ils ne savent pas prier, ils ne parlent pas arabe. Enfin, c'est des gens qui sont complètement perdus. C'est peut-être les moins musulmans que je connaisse. Par contre, là où il y a un vrai besoin aujourd'hui, il faut quand même s'en rendre compte. C'est que jusqu'à présent, vous aviez... des Français de confession musulmane qui étaient très liés à la culture de leur pays d'origine, qui apprenaient du coup la religion soit dans les familles, soit moi par exemple qui suis d'origine comorienne, c'était dans ce qu'on appelle des chionies, qui sont un peu des écoles de la vie, etc., qui vous permettent de savoir un peu d'où vous venez, etc. Bon, aujourd'hui il y a une vraie rupture parce que les jeunes sont beaucoup moins liés avec le pays d'origine de leurs parents, ce qui est normal. Il y aurait dû y avoir une passation vers j'allais dire les valeurs françaises, la France, sauf que vous avez dans ces quartiers une vraie ghettoisation qui fait que ces jeunes-là ne se sentent pas français, appartenir à la République. Du coup, vous avez un islam hors sol qui s'est développé, qui s'appuie juste du coup sur des versets, ou ce qu'on peut entendre sur Internet, et plus de rattachement à quelque chose qui relève de l'environnement et du pragmatisme qu'on peut avoir lorsqu'on est musulman dans un pays ou dans un autre. Voilà. Madame a l'air de dire que le terrorisme et l'islam, c'est pas lié. En réalité, l'islamisme est quand même lié à l'islam. Et ce qui est important, c'est de lutter contre cette idéologie qui est aussi effectivement une culture de cité. On a des islamo-racailles qui connaissent peut-être pas très bien le Coran, mais qui sont en désintégration culturelle et qui se servent effectivement de l'islam pour exprimer leur révolte. Mais je ne crois pas que, ça va... Attendez. Ouais, je peux finir. Non, parce que vous dites un truc qui me choque. Si vous écoutez un disque de Led Zeppelin, ça s'appelle, admettons que ça soit le Coran.
Si vous l'écoutez à l'envers, c'est l'islamisme. Ce n'est plus Led Zeppelin qui avait prévu de faire ce morceau. Donc une lecture erronée d'une parole originelle. Il n'y a pas de lecture erronée. Le Coran est un texte incréé avec des versets qui posent problème. C'est pas à nous de réformer le Coran de toute manière, mais il y a quand même un lien logique entre des versets problématiques. Il y a des problèmes d'interprétation d'interprétation. Donc il n'y a pas de Vatican pour dire quelle est la bonne interprétation. Donc il y a un problème de texte. Ça, à mon avis, on ne peut rien faire. C'est pas à nous de réformer l'islam. Par contre, sur le problème de la désintégration culturelle, oui, on peut faire, mais ça n'a rien à voir avec organiser l'islam de France. De toute manière, vu le rapport de force, si on organisait, il serait immédiatement noyauté par les plus extrêmes parce que c'est les plus actifs. Vous hurlez. Non mais vous savez pas que plus vous criez, moins vous êtes crédible. Donc calmez-vous. Je pense que je suis extrêmement calme. Vous décrédibilisez. Calmez-vous. Si on veut lutter contre l'extrémisme, à mon avis, il faut, dans les cités, là où il y a des ghettos, dans les mosquées qui posent problème, faire le ménage, tout simplement. Et ça, il faut se servir de l'État régalien, avoir le courage de le faire. Et ensuite, il y a un tabou qui est celui de l'immigration. Si aujourd'hui, il y a des ghettos dans certaines banlieues que je connais bien parce que j'y ai grandi, c'est parce qu'on n'a pas maîtrisé les flux migratoires et qu'on a laissé se créer des zones homogènes qui aujourd'hui font sécession parce qu'elles sont culturellement plus françaises. Donc il faut mettre le paquet pour casser ces zones-là et stopper une immigration massive, sinon on va ajouter du ghetto au ghetto. Faisal, vous allez être victime du ménage alors. Non, je vais être victime de rien du tout parce que c'est pas M. Devecchio qui va réorganiser l'islam de France et encore moins les cités. Moi, je ne veux pas réorganiser l'islam de France, je veux faire respecter les lois françaises. Mais les lois françaises, elles sont parfaitement respectées, même dans nos quartiers. Alors votre partition de jeune qui est né dans la cité et qui a vu des filles se faire égorger en bas des bâtiments, qui s'est fait arracher son pain au chocolat et tout, à d'autres, vous n'allez pas venir me la faire à moi. Vous n'allez pas venir nous raconter ici que les problèmes de l'islamisation, tous les problèmes de la société... Il n'y a pas de problème en France, il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a rien eu. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'attentat. Commencez pas à venir tourner le débat comme vous avez envie de le faire basculer. Il n'y a pas de problème d'insécurité, il n'y a pas de mosquée fondamentaliste, tout va bien. Il y a un problème d'insécurité, il n'est pas que dans nos cités. Il y a un problème avec la radicalisation quand elle devient terroriste. Ça, c'est un gros problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez mettre tout sur... vous venez de faire une espèce de chekchouka, un mélange de l'immigration, les cités, les filles, la radicalisation, les mosquées intégristes. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous participez... Non. Là, vous allez me laisser terminer. Vous racontez n'importe quoi. Vous êtes en train de participer, vous, avec la sphère politico-médiatique, avec vos écrits, notamment dans le Figaro, à angoisser les gens. Ouais, on peut parler des écrits du CCIF et des frères musulmans. Mais ça, c'est vous qui le dites. Les liens entre le CCIF et les frères musulmans, c'est vous qui le faites. Il suffit de voir les écrits de Marwan Mohamed. Okay. D'ailleurs, votre sondage et votre appel aux musulmans, j'espère qu'il va être public et qu'on va voir les gens qui s'expriment et ce qu'ils réclament. Le 30 septembre à Paris, vous êtes le bienvenu. Bien, alors, les propositions de Hakim El Karoui. Alors, il veut faire une taxe halal, donc, qui serait gérée par l'islam de France, donc qui ne serait pas gérée par l'État, un peu comme la cachéroute pour les Juifs. Et avec l'argent de cette taxe, il propose de former des imams et de construire des mosquées. Est-ce que ça vous semble cohérent ? Moi, encore une fois, j'aime bien la laïcité, j'aime bien la loi de 1905, donc je crois que c'est pas efficace et qu'il faut aller chercher les solutions ailleurs. En plus, je crois que ça traduit un prisme multiculturaliste chez Macron et chez Hakim El Karoui qui est le contraire de ce qu'il faut faire et qui va encore plus enfermer les gens dans leur milieu, dans leur culture, dans leur religion. C'est une pente, en fait, que nos élites empruntent depuis les années 80, sans le dire, depuis les mouvements antiracistes qui étaient différentialistes au lieu d'être universalistes. Et je crois que ça n'a pas fait du bien. Je vois par exemple dans les cités, moi quand j'étais jeune, on disait « Ah, il faut construire des mosquées parce que sinon on va avoir l'islam des caves ». La vérité, c'est qu'on a beaucoup de mosquées qui ont été construites, notamment parce que les élus locaux ont fait du clientélisme, ont appelé ça des centres culturels alors que c'était des centres cultuels. Et du coup, voilà, plus il y a eu de mosquées, plus aujourd'hui il y a eu d'islamistes. Donc si on n'est pas capable de contrôler ce qui se dit dans ces mosquées-là, c'est pas la peine d'en construire plus. En l'état actuel du rapport de force dans l'islam, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose qu'il y ait plus de mosquées en France. C'est très politiquement incorrect de le dire, mais je le dis ici. Bien. Alors, est-ce que cette taxe halal, donc qui servirait à former des imams, à construire des mosquées, est-ce que ça vous semble, Faiza, quelque chose de bien ? Non, moi je pense que c'est une mesure qui n'est pas du tout pertinente. Aïe. Pas applicable en plus. Aujourd'hui, l'industrie du halal, elle est gérée par des non-musulmans. Je ne vois pas ce qui viendrait aujourd'hui, ce qui nous assurait déjà qu'ils ont envie de participer à ça.
Et puis, en fait, ce qui me dérange, c'est ce qui n'est pas dit derrière cette mesure. Aujourd'hui, les musulmans, ils donnent pour leur mosquée. Il y a des collectes qui sont faites de partout pour des constructions. Mais oui, excusez-moi, ils donnent, les musulmans donnent, bien entendu, comme les catholiques donnent pour les églises. Oui. Ils donnent sans doute plus. Mais il y a quand même de l'argent qui arrive d'Arabie Saoudite, du Maroc, d'Algérie, de Turquie. Et ça, c'est pas du bon argent dans nos mosquées, non? Mais comment vous pouvez juger si c'est du bon argent ou pas? Quand la Russie... Je sais que le Qatar, par exemple, c'est un des pays qui est le plus prosélyte au niveau de l'islamisme. Donc, de l'argent qatari, je pense pas que ce soit du bon argent pour la France. Voilà. Je vais vous donner l'exemple de la mosquée, l'Institut En-Nour à Nice, qui est hébergé dans un local, un bâtiment qui appartient au ministre des cultes saoudien. Il en a fait don à l'association. Ce ministre des cultes saoudien n'a jamais mis ses pieds dans sa mosquée. Et le discours qui est tenu est un discours plutôt de rite malikite, donc par un imam maghrébin. C'est pas un islam wahhabite qui est tenu. Ça veut pas dire il n'y a aucune ce que vous me dites là, de c'est très intéressant ce que vous dites. L'Arabie Saoudite peut financer une mosquée sans que l'islam professé dans la mosquée soit wahhabite. Absolument. Si je peux me permettre sur l'aspect financement, moi je suis partisan du fait que le financement étranger, de pays étrangers, devrait être interdit. C'est aux musulmans de France d'organiser la construction de lieux de culte avec leur propre argent. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Moi, j'aimerais quand même revenir un peu sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, parce que j'ai cru voir à un moment donné là, Marine Le Pen surgir sur le plateau. C'est typique, en fait, de ce que j'entends depuis des décennies, de personnes qui ont du mal à, mais j'essaie de le faire si vous me laissez parler, ont du mal à concevoir qu'on puisse être français et musulman, qu'on puisse être voilé et française, qu'on puisse être député et s'appeler Saïd. Donc moi je vous le dis, très honnêtement... Non, j'ai commencé par dire... très honnêtement, il faut dire aux musulmans qui respectent les lois, les valeurs et les coutumes françaises, qui sont français, il n'y a aucun souci. Dernier point, lorsque vous avez... Moi je suis élu sur le quartier nord de Marseille. Ouais. Lorsque vous avez autant de personnes ghettoisées, la moitié de la ville, 300 400 000 personnes, dans les quartiers, vous avez un bus qui passe, et encore quand il neige pas, quand il pleut pas, parce que sinon personne ne bouge. Tout ça est un phénomène sociétal. C'est la société, ce sont les élus qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, vous avez une partie de la population qui a été ghettoisée sur une partie de la ville, et c'est le cas dans énormément de quartiers. Et pourtant, vous avez encore des Français, et j'en fais partie, qui souhaitent tout simplement appartenir à la République. Voilà. Donc moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est que des discours comme ça, je ne veux plus les entendre. Et je ne veux plus les entendre parce que vous n'êtes pas légitime pour le faire. En quoi je ne suis pas légitime? Vous savez où j'ai grandi? Vous ne connaissez rien à ces Pourquoi j'ai pas le même nom que vous? Je suis pas légitime. Alexandre. Non, mais vous ne connaissez rien à ces quartiers. Vous y avez grandi? Non. Oui. C'est pas ce que c'est dans ces quartiers. Mais oui. Vous avez grandi où, Alexandre? À Épinay-sur-Seine. J'ai fait toute ma scolarité à Saint-Denis, ensuite à Paris 8 à Saint-Denis. Donc vous voyez, vous êtes victime de vos préjugés. C'est pas moi qui suis raciste, c'est vous en l'occurrence, puisque vous me jugez à ma couleur. Je sais pas, à ma costard, au fait que je suis au Figaro. Ce que vous dites. En quoi c'est raciste? J'ai parlé de tout exactement. L'introduction était un peu limite. L'immigration n'est pas la cause de tous les problèmes. J'ai pas dit que c'était la cause de tous les problèmes, mais s'il y a dans les quartiers nord de Marseille et de trouver un étranger. Il n'y en a pas d'étrangers. Il n'y a que des Français dans ces quartiers-là. Vous l'entendez ça ou pas? S'il y a des concentrations. Alors arrêtez de parler de vague d'immigration. Vous êtes ridicule. Mais je suis pas ridicule. Les Français me trouvent pas ridicule. Ils savent. Vous pouvez leur raconter ce que vous voulez. Eux aussi ont grandi dans ces quartiers-là. Et ils savent. Ensuite, je ne dis pas que l'immigration est responsable de tout, mais vous avez reconnu vous-même. Vous avez reconnu vous-même qu'il y avait des concentrations de population. Et ensuite, votre discours victimaire, vous prétendez vouloir donner aux jeunes l'envie d'être français. Et moi, je vous rejoins, je suis pour la transmission de la culture française. Je suis fils d'étrangers et petit-fils d'étrangers, et on m'a transmis l'amour de la France et la culture, et j'en suis très heureux. Et je réclame la même chose pour les autres. Mais simplement, on ne m'a pas expliqué que la France était méchante et responsable de tout. Là, en faisant un discours victimaire comme vous le faites, en expliquant que la République est coupable de tout, de tous les problèmes sociaux, des problèmes d'intégration, vous nourrissez une forme de ressentiment et vous faites quelque chose de pas très net, une forme de clientélisme en leur disant... Non. Bien. Dernier point, je pense pas que ça va vous mettre d'accord. Dernier point, faut-il apprendre l'arabe à l'école? Saïd. Non. La question, c'est pas d'apprendre l'arabe, c'est de savoir comment est-ce que la religion est enseignée. Et la religion, on va pas l'apprendre à l'école. Donc il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut aider les musulmans à faire en sorte que cette religion soit enseignée et bien enseignée. Et là-dessus, c'est là où l'État a un rôle quand même, pour dire... Bien sûr. Parce qu'on n'est pas inné... c'est pas inné de dire que voilà ce que c'est que la République, ce que c'est pas, et donc il faut aussi l'apprendre à ceux qui enseignent. Et donc la République peut valablement dire à ceux qui enseignent, voilà ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Et après, à vous de vous organiser, avec notamment peut-être le financement du halal ou peu importe, pour financer ceux qui pourront enseigner à ces jeunes-là.
Faiza, l'arabe à l'école? Moi, c'est pas quelque chose qui va me déranger en soi que l'arabe soit enseigné à l'école, mais ce qui est induit derrière cette proposition, c'est que dans les mosquées, il y aurait des discours qui y sont tenus, qui sont sous-jacents et qui leur sont dispensés pendant les cours C'est d'arabe. pas complètement faux. Moi, je me souviens d'un imam qui expliquait que si on écoutait de la musique, on se transformerait en cochon. Je pense qu'il C'est l'imam de Brest. Il s'est expliqué sur le Peut-être c'était lié sujet. à Balance ton porc, on sait pas. Non, mais il s'est expliqué sur le sujet. Après, je ne vais pas me faire l'avocate de ce que les uns et les autres ont Non, dit. mais ce que Il je s'est veux dire, expliqué c'est que sur le sujet. c'est aussi con de dire que dans les mosquées, c'est formidable, on n'apprend que des bonnes choses, que de dire on n'apprend que des mauvaises choses. Est-ce que cette phrase a été prononcée pendant un cours d'arabe? Je crois pas. Alexandre, l'arabe à l'école? D'abord, il faut savoir que ça existe, notamment en primaire. Ouais. C'est proposé depuis très longtemps, depuis les années 70. Ensuite, dans le secondaire, des classes sont fermées, mais effectivement parce que les enfants se sont tournés vers l'arabe coranique des mosquées plutôt que vers l'arabe littéraire. Donc, moi, ce que je pense que la priorité, c'est quand même d'apprendre le français en primaire, justement pour éviter une partition communautariste de la société. Et ensuite, si on considère comme Hakim El Karoui qu'il y a un problème dans les mosquées, ou du moins dans un certain nombre de mosquées, eh bien, il faut fermer les mosquées et faire respecter la loi. C'est aussi simple que ça. Yann, un mot pour finir? Les débatteurs ici, qui ont tous leur point de vue, sont tous, vous et vous, prisonniers de ce qu'ils pensent être leur identité. On verra toujours un musulman venir défendre la cause des musulmans, un blanc, mâle, hétérosexuel, etc. Et un nain venir défendre... Non, je connais des musulmans il y a malheureusement, la cause des il y a malheureusement une des maladies françaises, c'est de tout lire et ses combats et ses revendications par le prisme de sa naissance et de son origine, et c'est ce qui toujours me rendra malheureux dans ce pays. Faiza Ben Mohamed, merci d'avoir été avec nous. Saïd Amabar, merci d'avoir été avec nous. Alexandre Devecchio, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Rachid Taha, dont nous saluons le souvenir ici ce soir. Yann, merci d'avoir été avec nous, vous aussi. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est. Laurent Baffy est toujours avec moi. Et j'accueille Zazie, Guillaume Canet, Michel Faux. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Il le faisait déjà dans Tout le monde en parle, t'imagines? Bon, Zazie, ça va? Oui. Zazie, ça vous fait pas bizarre d'être sur un siège fixe, non? Ça va? Il n'est pas il est pas fixe. quand même. Hein. Il est pas fixe, autant pour moi. Donc, Zazie, vous quittez The Voice. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer? Le fauteuil qui tourne, les pantalons en lézard de Florent Pagny, ou de faire croire à des chanteurs qui vont devenir célèbres? Il y en a quand même pas mal qui deviennent célèbres, Oui, quand même. oui, Louane, Kenji, etc. On C'est en vrai. passe, les frères Ouais. de la Vega, le Pierre Bogas, etc. C'est vrai. Donc, ça Il y en se a beaucoup fait. qui se suicident aussi. Alors, on va parler de votre nouvel album qui s'appelle Essentiel. Le premier single qui s'appelle Speed en est à 3 millions de vues. 3 millions de vues sur YouTube. Mais tout l'album est bien. Guillaume Canet, j'ai découvert cette photo en préparant l'émission. Vous avez retrouvé vos couilles ou pas? Là, j'ai encore mal. Ah ouais, vous avez encore mal pas, parce que... pas à la couille, mais au muscle, en fait. À l'adducteur. À l'adducteur, ouais. Parce que dans le film qui vous amène avec Michel Faux, il en faut des couilles. Ça s'appelle L'amour est une fête. Ça se passe dans l'univers du porno des années 80. En fait, ça aurait pu s'appeler Les Petits Mouchoirs. Ouais. Mais bon. T'as compris? Ouais. Il a compris, il est d'accord. Avec vous, Michel Faux. Bravo! Michel Faux, que je ne connaissais pas, mais que j'ai vu. Génie. Ah, il est formidable. Génie. Un comédien exceptionnel qui peut absolument tout jouer, même les comédiennes. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso.
Bonjour Thierry, Bonjour. bonjour Laurent, bonjour à tous. Je descends de mieux en mieux l'escalier. Oui, à mon avis. En fin d'année, à mon avis, je me jette. Et on va commencer les infos cette semaine par le souvenir. Cette semaine, il y a 17 ans, le souvenir des attentats du 11 septembre. C'était mardi dernier, 17 ans, et malgré tout, on se souvient tous d'où on était ce 11 septembre 2011. Tous, sauf Jacques Chirac, évidemment. Allez, on y va pour la politique française. Marche de mieux en mieux cette affaire. Affaire Benalla. BFM TV diffuse la fiche de paye et le contrat d'Alexandre Benalla à l'Élysée. On apprend qu'il gagnait 7 113 € par mois. On n'avait pas vu un Arabe aussi bien payé pour mettre des coups de boule depuis Zinedine Zidane. Ouais, ça, elle est bonne. Ah ouais. Alors c'est vrai, c'est bien payé, 7 113 € par mois, mais pour finir, pour un mec qui était à la fois garde du corps, CRS, bagagiste, agent secret et catcheur semi-professionnel, c'est cadeau. Dans la série Entourage du président, le poste de porte-parole de l'Élysée occupé par Bruno Roger Petit va être supprimé. Alors c'est cet ancien journaliste qui avait tellement léché Macron pendant la campagne qu'il a été obligé de lui inventer un poste de porte-parole muet, très très rare. En tout cas, si vous, chez vous, vous vous sentez inutile dans la vie, pensez à Bruno Roger Petit et après vous vous sentirez beaucoup mieux. Venons-en à la polémique de la semaine. L'école Jean-Michel Blanquer veut redonner du prestige à la langue arabe. Et oui, c'est vrai qu'une langue parlée par 350 millions de personnes dans le monde, elle attendait Jean-Michel Blanquer pour qu'on lui redonne un petit peu de prestige. L'idée de pouvoir apprendre à l'école l'arabe comme on apprend le russe ou le chinois, évidemment, c'était un choix. Alors, à l'extrême droite, ils se sont emballés. Il va y avoir des cours d'arabe obligatoires. Nos enfants vont tous parler arabe. Et c'est quand même marrant de se rendre compte que les premiers à gueuler, c'est ceux qui, en 40, auraient été les premiers à apprendre de l'allemand. Et d'un ministre à l'autre, Marlène Schiappa. À présent, le porno sur Internet. Ça, évidemment, ça touche tout le monde. Et elle va exiger la mise en place de filtres pour empêcher les enfants d'y accéder. La difficulté, évidemment, c'est de savoir quel filtre. Alors moi, j'ai testé avec un filtre Snapchat. Ça marche pas hyper bien, si vous voulez. Schiappa, elle se dit, je vais envoyer des images qui vont s'afficher. C'est pas Marlène, là. C'est le filtre est très très bon, mais c'est pas Marlène. Des images vont s'afficher dès qu'un mineur veut se connecter sur un site porno pour le dissuader d'aller plus loin, et c'est pas mal comme idée. Alors en exclusivité, j'ai ces images. Donc la première qui va s'afficher, pouf, si tu cliques sur ce site, je vais venir chez toi. Et si vraiment ils osent aller plus loin, là vraiment c'est impossible avec l'image suivante. Si tu cliques, là vraiment c'est radical. Marlène Schiappa toujours, mais sur un tout autre dossier, elle veut plus de pères dans les réunions parents-prof. Et elle s'est fendue de 2 tweets pour dénoncer la faible représentation des papas. Alors le premier, c'est celui-ci, réunion parents-prof, de rentrée au collège, 27 mères, 6 pères, hashtag maman travail, hashtag où sont les hommes, suivi d'un deuxième tweet, vraiment elle dit 11 ans que je fais des réunions de parents, 11 ans que je compte, 11 ans que chaque année les hommes sont ultra minoritaires. Oui, mais Marlène, si ça fait 11 ans que tu vas, toi, aux réunions de parents, qu'est-ce qu'il fout, monsieur Schiappa, depuis 11 ans? En tout cas, le féminisme, c'est comme le porno, faut mettre le bon filtre. Allez, féminisme, vrai féminisme cette fois. Le journaliste Franck Ballanger, mari de Roxana Maracineanu, la nouvelle ministre des Sports, ne couvrira plus les sports pour cause de conflits d'intérêts. Si seulement Macron avait nommé la femme de Pascal Praud, ça nous aurait fait beaucoup de bien à tous. Allez, judiciaire. Agression au couteau à Paris. On l'a fusillé avec des boules de pétanque. C'était cette semaine. 7 personnes blessées au couteau le long du canal de l'Ourcq. L'homme d'origine afghane a été interpellé grâce à un joueur de pétanque qui lui a lancé une boule en pleine tête. Les Français, faut pas les faire chier, je peux vous dire. Mais surtout, c'est quand même le summum de l'humiliation pour un musulman de servir de cochonnet. Heureusement qu'il ne jouait pas au ping-pong. Et heureusement qu'il ne jouait pas au ping-pong. Média. Frédéric Lopez quitte Rendez-vous en terre inconnue.
Et avoir la tête de certains quand ils ont appris l'info, je peux vous dire, c'était pas facile. Alors là, les Mursis d'Éthiopie font une gueule jusque par terre. Et c'est vraiment bête qu'il arrête. On aurait tous rêvé de voir Didier Deschamps dans l'émission, la tête qu'il aurait fait quand il aurait appris qu'on l'emmenait chez le dentiste. Et champion du monde toujours, le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, condamné pour conduite en état d'ivresse à Londres, une suspension de permis de 20 mois et 50 000 livres d'amende. En apprenant la nouvelle, Franck Ribéry aurait déclaré 50 000 livres, déjà tu m'en donnes un, je me sens largement puni. C'est un peu facile, mais on l'apprend quand même. Allez, les brèves. Bergerac. Ivre, il saute du 7e étage et atterrit sur le toit d'une supérette. Et ça l'a sauvé. Ça l'a sauvé. Morale de l'histoire, c'est l'absence du commerce de proximité qui a tué Mike Brandt. Canada, et ça va parler à tous les jeunes étudiants dans le public. Pour la retrouver, il envoie un mail au 246 Nicole de son université. Bon, il fait un peu le gros lourd, mais en fait, il a écrit un mail avec comme titre « Je t'ai rencontré la nuit dernière, tu m'as donné un mauvais numéro ». Et oui, et donc, il s'est pas posé la question de savoir pourquoi elle lui avait donné un mauvais numéro. Et si c'est le cas, mon pauvre, il y a de bonnes chances qu'elle s'appelle pas Nicole non plus. Mais... Et la dernière, c'est peut-être ma préférée de la semaine. En Italie, la maquette du nouveau pont de Gênes se brise et s'effondre devant la presse. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Incroyable. L'inventer aurait été exagéré de ma part. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et on a une réaction de l'architecte, François Pignon, qui dit « Je ne comprends pas. J'avais pourtant calculé l'angle entre les allumettes au millimètre. » Culture. Bah ouais. Et cette semaine, on quitte l'art moderne, que j'aime bien, pour aller vers un classique. L'un des plus grands peintres de l'histoire expose dès le 21 septembre au musée Jacquemart-André à Paris le Caravage. Michelangelo Merisi da Caravaggio, je sais que vous aimez beaucoup, dit le Caravage, peintre milanais de la fin du XVIe siècle qui a révolutionné le clair-obscur. On va voir quelques œuvres qui vous donneront peut-être envie, notamment celle-ci, où l'on voit Michel Onfray écrivant des mémoires posthumes après 657 passages télé, 12 400 conférences, 4 infarctus et 6 AVC. Et ensuite, ce tableau dont l'attribution au Caravage fait débat, mais peu importe, on reconnaît très bien Émeric Caron en train de tomber amoureux. Et ceci, voilà. Bah, celui-là, il est très très mignon, évidemment. Et il démontre ce vieux cliché, comme on dit, les anges n'ont pas de sexe, et c'est pas vrai. Non, les anges ont une petite bite. C'est très très différent. Et il a également peint des gens de son époque, notamment, voilà, ici, un portrait du pape Paul V. Très, très beau. Alors, quand on l'observe comme ça, on voit le visage de l'homme, on voit qu'il y a beaucoup de détresse. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je crois que j'ai un début de réponse. Il nous dit ceci: « Ok, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais de là à me refiler les vêtements de ma grande sœur, putain !» Et également des gens de notre époque, loin des polémiques, Asia Argento, qui retrouve la sérénité au bras de son nouvel amant. Et terminons par cette œuvre, Thierry, la diseuse de Bonaventure du Caravage, qui a inspiré quelques années plus tard Bartolomeo Manfredi avec la diseuse de Bonaventure égyptienne. Vous voyez, ce très très beau tableau. Non, mais je trouve qu'il vous ressemble un petit peu le type à gauche, là. Et c'est vrai qu'il me ressemble un petit peu. Alors écoutez, on va voir ce qu'il dit pour vérifier si c'est moi. Tu es très drôle, tu vas être augmenté. Lui dit la diseuse. Oui, c'est vrai, c'est moi. A priori, c'est moi. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne visite, parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. C'était Alex Vizorek, on retrouve ici la semaine prochaine sur scène à Paris et dans toute la France. Et maintenant c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est shopping. Voilà, parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. C'est comme un supermarché, c'est du shopping. Alors Zazie, après une absence de 3 ans dans les bacs, pour pouvoir assurer votre tournée, votre rôle de coach dans The Voice, vous revenez avec votre 10e album, ça s'appelle L'Essentiel avec un C, réalisé par Edith Fambrina. Ouais. Elle est bien. Oui, il est bien. Ouais. Alors vous dites, on a joué la carte de l'électrique, de l'aquatique et du feu de bois. C'est dire quoi? J'ai dit ça, moi? Ouais, Qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise? Oui, c'est con, mais c'est pour ça. Non, on a passé un temps infini à faire cet album, mais joyeux, voilà. C'est plus électronique qu'avant, quand même, non?
Ouais, j'avais déjà mis un petit peu d'électro dans Tout le monde il est beau, Ouais. dans des chansons comme ça. Même la loupe de Je suis un homme, c'était un sample. Mais oui, c'est bien aussi de pas s'interdire des trucs, Parce puisqu'on qu'il n'y a appelle ça de pas la un variété. peu trop d'électro, là, justement. Tu trouves? Non, je pose la question. C'est très réussi. Il y a une chanson qui s'appelle Trop Speed. d'électro. Donc il y a 3 millions de vues sur YouTube, qui est très gonflée parce que c'est une accélération, un changement de tempo, c'est un peu un rythme exponentiel. C'est un peu comme un cœur qui s'accélère. Oui, après, c'est pas nous qui. Tachycardie musicale. Voilà, exactement. Voilà. Ça finira mal, hein, Massage je ne cache pas que ça cardiaque. finira mal. Hein. Oui, c'est ça. Et l'album s'appelle Défibrillateur, alors pourquoi? C'est pas un principe qu'on a inventé. Hein. Il y a J'adorais la Otis valse à Redding. 1000 ans. Otis Redding, Try a Little Tenderness. Voilà. Ça Sûr. commence très lentement et ça se termine très rapide. La chenille qui redémarre. Voilà, la danse des canards, etc. Enfin bon, les références. Alors, il y a aussi les mots, parce qu'un cœur flambant vieux, pour qui il est désormais temps de quitter ce corps sage. C'est toujours voilà. très bien écrit. Ouais. 3 millions de vues, je l'ai déjà dit 2 fois. On regarde à quoi Donc ça ça fait ressemble. 6 millions pour le coup. Voilà. cool. On regarde Ça va très vite. à quoi ça ressemble. Magnéto, j'allais faire ça. Magnéto, Serge, il est revenu, Serge. Magnéto, Serge. Allez, debout, allez, sors. Je te sens battre au fond de moi. T'es pas tout neuf, mais pas si vieux. Non, t'es flambant vieux. Et tu speed encore. Oui, tu speed encore. Réveille-toi, fais pas le mort. L'univers ne s'arrête pas. Parce qu'on a plus. Bravo, Zazie. Ça s'appelle Speed. Donc ça, c'est le premier single. Le deuxième single, j'imagine, ça va être Waterloo, non? Non. Ah bon? Non. C'est quoi? Mystère. Mystère. Non, Waterloo, parce que le 13 novembre 2015, vous allez chercher votre fille au cirque. Et en rentrant, vous êtes en scooter, vous passez devant la bonne bière. 15 secondes après la fusillade, c'est un silence de mort. Et au loin, on entend les coups de feu au petit Cambodge. Et votre fille s'évanouit. Ben, forcément, oui, on n'était pas destiné à vivre une zone de guerre. Après, la chanson Waterloo est pas. D'ailleurs, elle se serait appelée autrement. Elle se serait appelée Bataclan. C'est vraiment, voilà, un autre d'un traumatisme. Voilà, on fait quelque chose d'un peu plus générique Plus qui global. s'appelle la violence des hommes et de l'humanité. Ça s'appelle Waterloo. Dors à ma peau. Mes plaies et mes peines. Waterloo. Alors, il y a un truc. Il y a effectivement une dimension électro qui n'est pas nouvelle, mais qui est très présente. Et votre voix. Vous avez la voix éraillée, j'adore, on dirait Monica Vitti. Vous avez une voix comme ça. Vous fumez des cigarettes? Ouais. J'ai découvert cette voix un peu éraillée il y a longtemps. Je fumais pas à l'époque. Mais quand on pousse la voix, en fait, il se trouve que j'ai une varicosité sur une des cordes vocales. Tu vois Non, mais Il est rapide. Non, mais, Rapide. non, mais c'est extrêmement sexy cette voix, je vous jure. Une voix de cochonne, un truc un peu. J'ai pas dit ça, Laurent. Et puis il y a des chansons comme dans Zen, comme dans Petroleum, qui prônent l'écologie. Oui, ça me tient un peu à cœur. Je pense que quand on a des enfants, on essaie de se dire qu'on les a mis au monde et que ce serait bien que la gueule du monde reste à peu près plausible. Oui, Quoi. il y a un peu de chance, mais bon, on peut essayer. Si, on peut y arriver. On peut y arriver. Vous fabriquez vous-même votre lessive? Entre autres, ouais, c'est juste pour éviter les trucs de me riez pas. Ça sent bon, non? Alors comment vous faites la lessive? Dans une casserole, vous touillez? Alors, bicarbonate de soude. Écoute Laurent, écoute Laurent. Je teste le déo déjà. Écoute Laurent. Comment on fait de la lessive? Bicarbonate de soude, cristaux de soude, savon de Marseille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du savon noir un peu, une huile essentielle à la fin, de l'eau, on fait bouillir, ça dure 1 minute. Plus de contenant, plus de plastique. Il faut voir l'efficacité. Quand on sait que Zaz fait elle-même son shampoing. Voilà. C'est les Marion Cotillard, Guillaume Canet. Vous faites votre lessive? Non. Non, mais il y a un vrai. Et vous avez des toilettes sèches. Et vous faites votre compost vous-même. Ça, le compost, oui. Voilà. Ça, on a un compost, tout à fait. Ouais, Et ça sent la merde dans le jardin, c'est là, ça c'est le deuxième effet que je trouve. Sur le palier même. Alors Zazie, vous allez avoir le temps de promouvoir votre album essentiel sur les routes, puisque vous quittez donc le jury de The Voice.
Vous avez réalisé en fait qu'à un moment vous étiez plus connu de dos que de face. Donc vous avez dit, il faut que j'arrête. Par les talents, oui, sûrement. Ouais. Alors Florent Pagny aussi a annoncé son départ. Est-ce que vous savez s'il a laissé une adresse pour les impôts? Non, j'en sais rien. Il y a aussi Pascal Obispo qui s'en va. Il n'y a pas eu d'embrouille avec lui? Aucune, non. Non, parce que partout, il y a écrit qu'il y a une embrouille. Oui, alors à chaque saison, il y a des embrouilles journalistiques. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait une année? Alors, une année, Jennifer ne pouvait pas me saquer. C'est vrai, Mandy. Ouais, c'est vrai. Elle t'appelle l'autre conne. L'année d'après, c'était, j'avais piqué la veste de Mika. Enfin, Oui. je disais, c'est bien de trouver un truc des pauvres. C'est peu crédible que vous piquiez la veste de Mika. Alors, vous êtes remplacé donc par Julien Clerc, Jennifer, soprano. Est-ce que quelqu'un a dit à Julien Clerc que soprano n'était pas le chauffeur de salle? Je sais pas, je ne réponds pas à cette Ah, question. d'accord. On lui demandera, j'imagine qu'il va venir nous en parler. Oui. Reste Mika. Oui. Vous en aviez marre d'entendre « j'adore ton voix parce que là, c'est un peu Jane Birkin quand même, Mika. Oh non, j'adore Mika. Je Ah trouve ouais. que c'est quelqu'un de cultivé, de sophistiqué, d'intelligent, de très enfantin aussi, à ce côté immaturité qui côtoie beaucoup. Il est charmant, oui, c'est vrai. Oui, il est charmant, vraiment. Alors, dernière question, last but not least. Est-ce que Emmanuel Macron vous plaît? Pourquoi cette question? Vous allez voir. C'est ta surprise, alors. Est-ce qu'il me plaît en tant que président ou en tant qu'homme? Comme. Bon, il n'est pas désagréable. Il est plutôt mignon. Il est plutôt moins vieux que les autres. Donc Ouais, plutôt beau gosse. Non, parce que je vous demande ça. Parce que Mitterrand et Sarkozy, c'était pas votre cam, hein? Bah, je sais pas, je me suis pas posé la question, mais je crois que j'étais... Moi, je voulais poser la question. Ah oui, non, mais c'est... Magnéto, Serge. Tu ferais l'amour avec François Mitterrand pour combien? Bah, s'il arrêtait d'être président. Ouais. Pour 10 000 francs. Non. 100 000. Non. 1 milliard. Mais non, ça se monnaie pas, ça, enfin, voyons. 1 milliard de milliards. Non, il n'en est pas question. 1 milliard de milliards de milliards de milliards. Non, lui et moi, sur une île déserte, je préfère me faire un dauphin, quoi, il n'y a pas de problème. Finalement, Zazie, ce qu'on peut dire, c'est que votre liaison avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas eu tellement de conséquences sur votre carrière. Ça, je vous rassure tout de suite, c'est injouable. Hein. Même pas en rêve, même à 10 ans, 20 ans de plus. Ça, non. Pourquoi il est je puissant, préfère il est me faire puissant. Non, je préfère, lui et moi sur une île déserte, je préfère me faire un dauphin, quoi. Alors voilà, la question est Macron ou un dauphin? Alors, bah écoutez, je vais préférer me faire un dauphin. Non. Mais peut-être que ton kiff, c'est de baiser avec des dauphins. En fait. Alors Macron ou Flipper? Non, mais ni l'un ni l'autre, enfin, je sais pas. Oh, Moi, j'ai grandi un peu, pardon. Hein. Vous ne sentez pas obligé de répondre aux questions cons de l'animateur? Non. Voilà. Bravo. On se retrouve après la pub pour la suite des Sahariens du samedi. A tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi. Re-bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est en compagnie de Zazie, de Guillaume Canet, de Michel Faux et de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure de l'Hardy Quiz. Alors, en hommage au film de Guillaume Canet et de Michel Faux, qui se déroule dans le milieu du porno, au début des années 80, on va faire un Hardy Quiz spécial sexe. Et le gagnant ou la gagnante aura droit à un hommage promotionnel fait par Thierry Ardisson. Attention, on se concentre. Quelle est la particularité de la tribu australienne des Walibri? Les garçons doivent se dépuceler avec les anciennes du village. Tout le monde couche avec tout le monde, quel que soit l'âge ou le sexe. Les femmes épousent tous les frères d'une même famille, où les hommes se serrent le sexe pour se dire bonjour. Alors, les femmes épousent tous les frères. Vous avez des buzzers? Ah, pardon, c'est ça le buzzer? Ouais, voilà, vas-y. Putain, le buzzer. Je vais essayer le mien, juste pour voir. Je suis un beau gosse. Bon, qui... Non. Alors,
Moi, j'aime bien l'idée qu'ils se disent bonjour Ouais, c'est en génial. se serrant le sexe. Bravo Guillaume Canet. Alors, Guillaume. Alors voilà, dans une étude réalisée par l'Université de Londres, quelle chanson est la plus aphrodisiaque? Le Boléro de Ravel, Sonate au clair de lune de Beethoven, Pour une levée du corps, c'est pas mal, ça. La chevauchée des Je sais Valkyries déjà, moi. ou Speed de Zazie. Ah, je sais déjà. Je suis un beau gosse. C'est Boléro de Ravel. Ouais. Putain, Canet. Ah ouais, c'est la cadence. Allez. Ça imprime le rythme. Ouais, il n'est pas venu pour perdre. Alors, qui a découvert le point G? Le docteur Grafenstein, le docteur Grafenberg, le docteur Grafensky ou Indiana Jones? Grafenberg. Ouais, bravo. C'est un gynécologue allemand qui a découvert ça en 1950. Je croyais que c'était toi, moi. En quoi consiste la pratique du baiser indien, Michel? Loucher quand on embrasse son partenaire, embrasser son partenaire après une fellation avec éjaculation, pratiquer une auto-fellation ou lécher les orteils enduits de curry très épicé de son partenaire. Je dirais pratiquer une autofellation. Non. Embrasser son partenaire. Bravo, Michel Faux. Tu connaissais Michel ou t'as appuyé au hasard? Quel spermicide insolite certaines Américaines utilisaient-elles dans les années 50? Le beurre de cacahuète, le ketchup, le sirop d'érable ou le Coca-Cola? Le Coca. Bravo, le Coca. En fait, elle faisait des douches vaginales avec du Coca-Cola, mais rien ne prouve l'efficacité de... Ça, c'est dégueulasse, ça. Ouais. Et puis les femmes qui le faisaient avec du Pepsi tombaient enceintes souvent. Il y a eu des problèmes. Quelle est la particularité de Jonah Falcon? Il a le plus grand pénis du monde. Il possède 4 testicules. Il a ouvert une école de cunnilingus. Et son sexe a servi pour mouler les capotes Durex. Je suis un beau gosse. Cyril, il a ouvert une école cunnilingus. Non. Michel? Il a le pénis le plus grand du monde. Bien sûr. Bien sûr, Michel. 25 cm au repos. 35 cm en érection, Michel. C'est un ami, Jonah. C'est un ami. Il a été arrêté à l'aéroport de San Francisco en juillet 2012 pour cause de paquets suspects. Sérieux? Macron est très intéressé par le sujet. Emmanuel Macron est très intéressé par la taille du pénis. On regarde Magnéto, Serge. T'as une protection particulière, c'est ça? Bah, j'ai le Macao. Oui, un Macao. J'ai le Macao. Un mec qui chose du 54. Ça fait rêver sur le reste, mais... Ouais. Moi, je dis rien, mais ça laisse rêveur, dit-il, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que le café d'amour, cette boisson aphrodisiaque fabriquée dans certaines régions reculées du Brésil? Un café avec une petite noisette de sperme, un café avec quelques gouttes de sang, un café filtré à travers une culotte portée ou un café préparé par Christina Cordula. Je suis un beau gosse. La noisette de sperme, vraiment? Non. La culotte portée? Oui, bravo. Et c'est Michel qui mène, il est bien ce Michel Faux, hein, franchement, il répond bien. Alors maintenant on va passer au Super Banco. Celui ou celle D'accord. qui va répondre à la question suivante aura tout gagné et aura droit au triomphe. Attention, Super Banco. Alors, d'après une étude scientifique, qui a une vie sexuelle 3 fois plus épanouie que les autres? Les personnes qui écoutent du métal, les couples qui possèdent un animal domestique, les filles qui ont un prénom qui finit en A, ou Guillaume Canet. Guillaume Canet. Je connais déjà une bonne réponse.
Les filles qui ont un prénom qui finissent par A. Ouais, c'est marrant. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Mais c'est vrai. Hein. Ah merde, c'est toi qui as gagné. Ah merde, je voulais pas, je suis désolé. J'ai pas préparé d'éloge sur toi. Qui est numéro 2? Michel Faux. Michel Faux a bien répondu, je vais faire l'éloge de Michel Faux. Un foulard en soie, une mèche sur le front. Oui, c'est bien Michel Faux, que vous retrouvez au cinéma aux côtés de Guillaume Canet dans L'amour est une fête. Et retrouvez aussi Michel Faux au Théâtre de Paris, dans Fric Frac, une pièce pleine de gouailles qui nous plonge avec humour dans le Paris des années 30 et dans laquelle Michel Faux, pour une fois, n'est pas déguisé en femme. Bravo! C'est pas venu pour rien. Merci. Et on reprend le shopping, la promo qui s'affiche. Alors Guillaume Canet et Michel Faux, vous êtes avec Gilles Lelouch, Camille Raza et Xavier Beauvois à l'affiche de L'amour est une fête, donc de Cédric Angers. Alors le pitch, vous, Guillaume et Gilles Lelouch, dirigez le Mirodrome, un pipe show à Pigalle en 1982. Un soir, des hommes cagoulés débarquent pour tout saccager. Vous êtes ruinés, obligés de faire affaire avec vos rivaux, et notamment un certain Maurice Vogel, interprété par Michel Faux. Et là, vous produisez un film porno pour vous refaire. Mais en vrai, vous êtes 2 flics, missionnés par Bercy pour procéder à un énorme coup de filet dans le business du X. Vous devez faire tomber Vogel. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Le ministre exige qu'on en finisse avec le blanchiment dans le porno. Voilà notre vedette, Maurice Vogel. Faut le flagrant délit. Vous faites affaire avec eux et vous me les surveillez. Le porno, c'est le cinéma le plus cool à faire. Tu veux travailler comme producteur pour moi? Nous, on est partants, hein. Ça nous intéresse. C'est un bon film, hein. Enfin, pas trop bien parce que le public aime pas ça. Hein. Si on part sur des petits films, moi, je vous plie ça en une demi-journée, hein. Est-ce que Pamela peut aller sous la douche avec toi? Mais bien sûr que tu peux baiser Pamela. Si tu le fais pas, elle va croire que tu l'aimes pas. Hein. Comment tu t'appelles? Virginie. On va trouver un pseudo, hein. Personne n'a envie de se faire une Virginie. Tu sais que j'ai divorcé à cause du nudisme. Et ma femme avait peur des rhumes. Bah pars, vas-y, va retrouver ton pote. Et qu'est-ce que tu crois qu'on passe notre vie à faire la bringue, c'est ça? Oh non. Oh non. Ça t'embête que je tourne? Bah non, c'est moi qui produis. Si vous loupez votre coup, moi j'en connais qui vous rateront pas. On embarque toute l'équipe du film. Non, vous êtes sérieux? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? On fera des exemples. Mais c'était pas prévu, ça. On va finir ce putain de film. C'est qui, ça? Ah, bah c'est Jésus. C'est une photo. Ouais. On le connaît bien, hein. Maurice, c'est une photo. Ah ouais. C'est dingue, hein. Moi, j'ai adoré. Donc déjà, c'est très bien réalisé. Ensuite, vous incarnez avec Gilles 2 personnages extrêmement barrés. Donc lui, il a des côtelettes comme ça sur les joues. Ah ouais, c'est génial. C'est un serial baiser insatiable. Et vous, alors, Canet, il faut le voir, il a les cheveux décolorés et il fume du crack. Et ça, je vais vous féliciter quand même, parce que vous êtes un des rares Français qui prend des risques. Rock'n'roll, n'en parlons pas. Je vous ai déjà dit à l'époque ce que j'en pensais. Là, c'est incroyable. Et dans un monde comme ça, où tout le monde se regarde et tout, vous y allez carrément. Vous n'avez pas peur, Guillaume. Bravo. Bah non. Alors, vous êtes toujours, évidemment, excellent. Il y a une scène où vous buvez du champagne en prenant de la coke avec vos copines qui vous suivent partout. Vous mangez de la pâte d'anchois en jouant au mastermind. Mais on voit jamais ça dans des films en France. C'est hyper barré, c'est génial. C'est un grand réalisateur. Ouais, non, mais c'est vraiment un bon. Hein. Et dans le fond et dans la forme, ouais. Alors, évidemment, c'est une époque bénie. C'est l'époque où il y avait encore des poils. Et à un moment, il y a une fille qui se fait faire
le ticket de métro. Ouais. Et personne ça offusque trouve tout le monde. Ouais. Ouais, les gens n'aiment pas. Hein. Ouais, ils trouvent ça dégueulasse. Non, c'est une époque. C'est une époque charnière en fait entre ces post-68 et avant l'arrivée du sida, avant l'arrivée de la vidéo. Et c'est une sorte de parenthèse enchantée en fait, où on voit des personnages qui sont super touchants parce qu'ils sentent en fait que c'est la fin d'une ère, la fin d'une époque qui est une époque de liberté, d'insouciance. Il faut rappeler quand même que c'était une époque aussi où le film porno cartonnait, ça faisait des millions d'entrées. Ça avait pignon sur rue, les gens allaient en couple voir des films porno. Et ça les aidait quand ils rentraient à la maison. Ouais. Mais c'est vrai. Et donc, non, mais il n'y avait pas du tout le même regard là-dessus. Et puis eux, ils le faisaient aussi avec ce sentiment aussi de faire peut-être un jour aussi du cinéma traditionnel. Oui. Il y a Xavier Beauvois qui fait le réalisateur de porno, qui veut ouais. faire du long. Il est exceptionnel. C'est incroyable qu'il ait eu l'humour de jouer ce rôle. Alors, c'est un film qui est tourné en pellicule. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait de la pellicule. Ouais, aujourd'hui, il y a la vidéo. Et sur la vidéo, on voit les verrues, on voit les points noirs, on voit tout. Là. À l'époque, c'était un peu hamiltonien, l'image, quand même. Hein. Et puis, c'est surtout une époque et des films où les gens s'amusent. Et vraiment, il y a une joie de vivre qui était propre aux années 70, aux années 80, parce que ces tournages, en fait, sont des moments de vacances, sont des moments de plaisir. Les rapports sexuels, il y en a plus en dehors du tournage que pendant le tournage, presque. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a rencontré des acteurs et des actrices porno de l'époque et qui nous racontaient qu'effectivement, c'était très convivial, très familial et qu'il y avait... C'était tout à fait normal. Elle nous a raconté d'ailleurs que en fait, elle avait quitté son chéri, non pas parce qu'il tournait avec d'autres actrices, mais parce qu'il en avait invité une à dîner. Ah oui. Et que ça, c'était choquant pour elle. En fait. Non, mais il y avait une insouciance, il y avait une joie de vivre absolument incroyable. Elle est super avec Camille Raza aussi, la fille dont on tombait amoureux. Elle est magnifique, elle est fraîche, elle fait ça gentiment, quoi. Il n'y a pas de vice, il n'y a pas de... Oui, puis ils sont, comme je disais, ils sont tous vraiment humains. Et c'est vrai que Cédric, il a cette qualité de... Moi, j'avais fait La prochaine fois, je viserai le cœur avec lui. Ouais. Et il a, même sur un personnage comme ça, qui était un serial killer, enfin un gendarme tueur en série, on arrivait à le rendre touchant. Et là, tous les personnages sont attachants, ils sont tous quelque part un peu au départ paumés. Et ensemble, ils font quelque chose. Et je trouve que c'est assez représentatif de... Enfin, la nostalgie qu'on peut avoir de cette époque-là, où on est de plus en plus dans une société aujourd'hui qui se regarde le nombril et qui est seule, où on a des mecs qui font des films chez eux sur leur ordinateur et puis des spectateurs qui regardent les films en cliquant sur un lien. Et on est tous de plus en plus seuls dans notre truc. Et là, ça remontre à quel point vivre ensemble, c'est quand même assez important, quoi. Bah oui, le dernier cinéma porno, le Beverly, vient de fermer. Le petit marchand de Kleenex à côté était obligé de fermer aussi, évidemment. Alors, il y a quand même un problème que vous risquez d'avoir, Guillaume, c'est que les filles qui jouent dans ces films ne sont pas présentées comme des victimes. À une époque où on aime bien présenter toujours les escortes, les prostituées comme des victimes, quoi. Il faut que ça soit triste, il faut qu'il y ait un problème, etc. Et ces gens-là ont l'air de vraiment s'amuser, de prendre du plaisir. Est-ce que c'est politiquement correct? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire emmerder par les féministes? Non, parce que c'est un témoignage d'une époque. On relate simplement une époque. On va pas mentir on va pas transformer la réalité. C'était comme ça. Ouais. Et ça raconte pas la période d'aujourd'hui. Il y a eu pas mal de dérapages sur le tournage. Tu veux nous en parler ou... Non, mais je peux te dire par exemple qu'on était persuadé avec Gilles qu'on allait être émoustillé par le fait d'être avec des filles nues sur le plateau. Et en fait, on était comme de couillons le premier jour parce qu'on était un peu surpris, quoi. Alors Michel, vous savez que si vous continuez à fréquenter ce mec-là, vous êtes obligé de passer vos vacances au Cap Ferret et à regarder qui il y a quand même. Vous avez... Bah oui, vous savez ça quand même. Mais j'aime pas les vacances, moi. Ah ben ça tombe bien. Alors vous êtes donc au cinéma avec Guillaume Canet, vous êtes avant tout un homme de théâtre. On vous retrouve en ce moment au Théâtre de Paris dans le Fric-Frac d'Édouard Bourdet, que vous mettez en scène également. Vous incarnez Joe, qui est un délinquant un peu loser, ami avec une prostituée, Loulou, jouée par Julie Depardieu, le rôle de Arletty en 1936 à la création de la pièce d'Édouard Bourdet. Et vous décidez d'arnaquer Las Palès, qui est un employé de bijouterie. Donc déjà, ça promet. C'est pas vous qui jouez Loulou? Non. Pourtant, vous adorez vous travestir quand même. Ouais, mais je suis trop moche, non. Loulou, il fallait qu'elle soit sexy. Donc... Ouais. Non, Julie a une évidence dans ce rôle formidable. Ouais. C'est dur de passer après Arletty. En fait, elle fait avec le style de la pièce, mais sans copier. Non, c'est formidable ce qu'elle fait.
en vous regardant femme, comme un magnéto, Serge. Merci. Non. Ce que vous me donnez est immense. C'est la quête de toute une vie. Et à travers moi, c'est la grande famille du théâtre que vous honorez. Et je voudrais bien sûr remercier Madeleine Sologne. Madeleine, si tu es dans la salle, pardon. Pardon. Ce n'est pas mon Molière. Ce n'est pas mon Molière, non, bien sûr. C'est le Molière de toute l'équipe. Non. Qui a travaillé. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. Quelqu'un m'a dit quand tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Très heureux de vous avoir sur mon plateau. Michel Faux est un génie. Zen, soyons zen. Alors vous dites, le travestissement fait partie de l'histoire du théâtre, c'est le kabuki, c'est le théâtre élisabétain, et dès l'Antiquité, dans les pièces de Plaute, les femmes étaient jouées par des hommes, donc c'est pas nouveau. Oui, oui. Et puis après, au 19e siècle, c'était les femmes qui jouaient les jeunes hommes. Hamlet, Lorenzaccio, c'était joué par des femmes. Alors vous reprochez à notre époque son manque d'extravagance, et vous dites, les jeunes comédiens jouent tous un peu comme à la télé ou au bureau. Vous avez raison. Non, même les vieux aussi. Hein. Les vieux aussi. Oui, il y a un peu... tout le monde joue un peu pareil, en fait. Ouais. C'est ça. Alors que je pense qu'il n'y a pas un jeu qui est plus légitime que l'autre. Il y a des notions de style. Mais il n'y a pas un style qui est plus légitime. Vous devez aimer Canet, parce que lui, il y va à fond quand même. Hein. Oui, et puis il a de l'audace, et puis il a de la fantaisie aussi. Beaucoup, exactement. Mais il n'est pas très intelligent. C'est pour ça. Je viens de le rappeler souvent. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. C'est un enfant, Guillaume. Hein. Un bel enfant. Alors vous passez sans cesse d'un répertoire à l'autre. Vous dites, n'appartenir à aucune chapelle est un combat. Ah oui, je me sens un peu seul, mais je pense que c'est... Albert Camus disait qu'on est toujours seul, donc je pense que c'est le lot de l'artiste. Mais en effet, j'arrive encore à trouver des producteurs et des comédiens qui m'accompagnent pour faire des spectacles, donc pour l'instant, ça va. Vous avez une réputation d'ovni un peu dans le métier. Ah oui, il y a des gens qui me supportent pas, oui, mais comme disait Sacha Guitry, être aimé par tout le monde, c'est être aimé par n'importe qui, donc j'ai pas envie d'être aimé par n'importe qui. Alors, il pourrait faire les grosses têtes. Ah oui. Ça, aux grosses têtes, c'est gagnant. Hein. Il pourrait tout faire. Ouais, il peut tout faire. Vous dites, je suis dadaïste, je suis contre le goût du jour. Oui, c'était ça les dadaïstes. Ouais. C'était magnifique ce mouvement dadaïste. Ouais. Et dès qu'ils ont été récupérés, dès qu'ils sont devenus un mouvement artistique, ils n'étaient pas contents. Parce Guillaume, tu aimes le dadaïsme aussi, toi, en tant que cavalier. Oui. J'ai pas osé la faire. Laurent Baffy, qu'est-ce que tu veux faire? Les cons, ça ose tout. Hein. C'est ça qu'on les reconnaît. Alors ça s'appelle L'amour est une fête et c'est en salle le 19 septembre. Alors on termine avec, vous l'avez sur le bout de la langue, le blind test. Alors le thème du blind test aujourd'hui, c'est le bistouri. C'est-à-dire des chanteurs et des chanteuses qui ont eu affaire à la chirurgie esthétique. C'est en hommage, évidemment, à rock'n'roll, évidemment. Vous, Aziz, vous avez dit, j'ai fait du Botox. Donc, vous n'avez jamais... Ouais, j'avais essayé. Voilà, du Botox. Alors, ça devait être très mal fait, parce que je trouve qu'il y en a qui en font, que c'est plutôt bien réussi. Mais moi, j'étais un peu momifiée, alors ça m'a fait peur. Moi, j'ai fait un blanchiment de l'anus, mais je n'en parle pas par pudeur. Il est con, putain, c'est pas vrai. Vous jouez tous... Il est tellement rapide, surtout. Il est fou. Vous jouez tous contre Baffy, hein. Attention, branchez la guitare. Branche la guitare, entonner les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Emma. On me dit que nos vies ne valent pourtant Ah, que même, j'ai appuyé, moi.
Faut le dire. Ouais. Qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait. C'est une légende, regardez-là. Ouais, c'est vrai. C'est con peut-être d'avoir mis Carla Bruni. Ben oui, elle n'a rien fait. Bon, on continue, on se concentre. Emma. Michael Jackson. Bravo, vas-y. Il n'a rien fait. Très bien. Rapproche-toi à mon client. Un point pour Zazie, un point pour Laurent Baffy. Vous comptez en régie. Attention, Emma. Ah oui, Axel Red. Axel Red. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés sans... J'ai peut-être fait une connerie de la mettre. Mais oui, elle a rien Parce fait. qu'elle a rien fait, en fait. Emma. Imaginez cet été, tout le monde dans les boîtes, tout ça, et tout le monde ils vont vraiment le budget. Voici mes Bogdanov, et tout le monde embrasse quelque chose. Zazie. Bogdanov. Qui n'ont rien fait. Ils ont rien fait. Les frères Bogdanov avec Cyril Hanouna. Oui, eux, je crois que c'est un problème. Ils ont une maladie de. Ils ont la maladie. Je pense qu'ils ont la maladie d'éléphant des os, etc. Oui. Mais ils ont fait de la chirurgie pour essayer de réparer. Oui. Ça n'a pas marché. On voit bien la chirurgie réparatrice, là. Oui. Emma. Ah, Cher. Qui n'a rien fait. They say our love won't pay the rent. For it's earned, our money has all been spent. I guess that's so we don't have... Génial. Magnifique. Ah là là. La chair est faible. Sonny and Cher. Bon, attention, Emma. Oui. Les femmes, où sont les femmes Patrick Juvet. C'est là où on voit à quel point c'est dangereux de s'endormir près d'un nid de frelons. Emma. Régine, c'est là. Michel Faux. À l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers. Un mauvais rhume, une mauvaise photo, et voilà. On se retrouve dans un blind test d'Ardisson. Attention, Emma. Sheila. Alors, d'où l'importance de mettre une bonne crème solaire. Protégez-vous la peau. Attention, on se concentre. À mon avis, ça va parler à Michel Faux. Emma. Angélie. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Et maintenant, allez, on se fait un petit super banco. Ouais. Un petit super banco. Donc, celui ou celle qui va répondre à la question suivante aura gagné le blind test et sera obligé de mimer une célébration de foot. Tu sais, quand les joueurs de foot marquent un but, ils font des trucs, des danses. Je crois que je vais perdre, moi, je sais pas pourquoi. Je sens que t'as pas envie de gagner. Attention, super banco, Emma. Earth, Wind and Fire. Ils n'ont rien fait. In the Stone. Attention, on se concentre. Emma. J'étais assise sur une pierre. Ah oui, bien sûr. Sur mon visage. Je ne savais plus comment faire. Eh oui. Ah oui, Ophélie Winter. Voilà. Je me donnais la foi, le fond de moi. J'ai dans le cœur, parce qu'il dit de mes pas. Je me donnais la foi, et puis je ne... Bon, mais Guillaume, alors comment ça se passe au foot quand on gagne? Vas-y, Guillaume. Merci, Guillaume. Emma, voilà, c'était le Terrien du samedi. Avec Christophe Castaner, Zazie, Guillaume Canet, Michel Faux, Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous demain à 19h pour les Terriens du dimanche avec Éric Zemmour
Première télé pour son nouveau livre. Salut. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.